Les relégués. Anton Tchekhov. Sémione, surnommé Tolkovie, et le jeune Tartare dont personne ne connaissait le nom, étaient assis sur la berge, près d'un feu. Les trois autres passeurs étaient restés dans l'isba. Sémione, vieil homme d'une soixantaine d'années, maigre et édenté, mais large d'épaules et d'aspect solide, était ivre. Il serait allé depuis longtemps se coucher s'il n'avait eu dans sa poche une double pinte de vodka, et craint que les garçons dans l'isba ne lui en demandassent. Le Tartare était malade, languissait et se repliant dans ses haillons, racontait combien la vie était belle au gouvernement de Simbirsk, et quelle jolie et intelligente femme il avait laissée dans sa maison. Il n'avait pas plus de 25 ans, et, à la lueur du brasier, pâle, le visage triste et maladif, il semblait un adolescent. « Ce n'est naturellement pas le paradis ici, » disait Tolkovie. « Tu le vois toi-même, de l'eau partout, des rives désertes, de l'argile, et rien de plus. Pâques est depuis longtemps passé, et la rivière charrie encore, et il a neigé ce matin. »« Mauvais, mauvais !» fit le Tartare, regardant autour de lui d'un air effaré. À une dizaine de pas de là coulait une rivière noire et froide. Elle grondait, battait en la creusant la rive argileuse, et filait rapide vers une mer lointaine. Près du rivage se trouvait une grande embarcation que les passeurs appelaient « gabar ». Au loin, sur l'autre rive, chatoyaient et s'éteignaient des feux, rampant comme des serpents. C'étaient des herbes de l'an passé que l'on brûlait. Au-delà des serpents, l'obscurité reprenait. On entendait des petits glaçons heurter la gabarre. Il faisait humide et froid. Le Tartare jeta un regard sur le ciel. Il y avait autant d'étoiles que chez lui. Alentour, la même obscurité, mais, pourtant, il manquait quelque chose. À Simbirsk, les étoiles et le ciel étaient tout autres. « Mauvais, mauvais !» répéta-t-il. « Tu t'y habitueras, dit Tolkovie en riant. Tu es encore jeune et sot. Le lait n'a pas encore séché sur tes lèvres, et par sottise, il te semble qu'il n'y a pas d'homme plus malheureux que toi. Mais un jour viendra où tu diras toi-même que Dieu donne à chacun une vie comme la mienne. Regarde-moi, dans l'espace d'une semaine, l'eau coulera, et nous rétablirons le bac. Vous irez tous courir la Sibérie, et moi, je resterai ici et recommencerai à passer. Voilà 25 ans que je passe ainsi les gens de jour et de nuit. Le brochet et le saumon sont sous l'eau, et moi dessus. Et Dieu soit loué, il ne me faut rien. Que Dieu donne à chacun une vie pareille. » Le Tartare jeta du bois sec sur le feu, se coucha auprès et dit « Mon père est un homme qui traîne. Quand il mourra, ma mère et ma femme viendront ici. Elles l'ont promis. »« Qu'as-tu besoin de ta mère et de ta femme ?» demanda Tolkovie. « Pure sottise, l'ami, c'est le démon qui te tente. Empoisonne son âme, ne l'écoute pas le maudit, ne le laisse pas faire. Il te balance avec ta femme, réponds-lui en le bravant. Je n'en veux pas. Il te balance avec la liberté. Entête-toi et dis « Je n'en veux pas, je n'ai besoin de rien. Ni père, ni mère, ni femme, ni liberté, ni cour, ni pieux. Il ne faut rien. Empoisonne leur âme. » Tolkovie but un trait à sa bouteille et continua. « Je ne suis pas, mon petit, un simple moudjik, ni de basse extraction. Je suis le fils d'un sacristain. Quand j'étais en liberté à Koursk, je portais la redingote. Mais à présent, j'en suis arrivé au point de pouvoir coucher nu sur la terre et de bouffer l'herbe. Et que Dieu donne à chacun une pareille vie. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai peur de personne. Et je me considère comme l'homme le plus riche et le plus libre qui soit. Lorsqu'on m'envoya ici de Russie, je me dis avec obstination dès le premier jour « Je ne veux rien ». Le démon se mit à me balancer avec ma femme, ma parenté, la liberté. Et je lui dis « Je n'ai besoin de rien. Je me suis entêté et comme tu vois, je vis bien et ne me plains pas. Et si quelqu'un fait de la complaisance au démon et l'écoute, ne serait-ce qu'une fois, il est perdu, plus de salut. Il s'enfoncera dans le marais jusqu'au sommet de la tête et ne s'en tirera plus. Et ce n'est pas seulement nous autres moudjiks bêtes qui nous perdons. Les gens instruits et nobles le font aussi. Il y a une quinzaine d'années, on envoya ici de Russie un seigneur. Il s'était disputé avec ses frères et avait fait quelques faussetés dans un testament. On le disait prince ou baron, et peut-être simplement était-ce un fonctionnaire. Qui sait? Enfin, il arriva ici, et s'acheta tout de suite une maison et une terre, à Moukhortinsk. Je veux, dit-il, vivre de mon travail à la sueur de mon front, parce que, dit-il, je ne suis plus un barine, mais un relégué. Eh bien, lui dis-je, que Dieu vous assiste, bonne affaire. Il était alors jeune, actif, diligent. Il fauchait parfois lui-même. Il pêchait et s'en allait à cheval à des 60 verstes d'ici. Seulement voilà le malheur. Il se mit dès la première année à aller au bureau de poste, à Guérino. Dans mon bac, il soupirait. « Ah, Sémione, il y a longtemps qu'on ne m'a pas envoyé d'argent de chez moi.
Pas besoin d'argent, Vassili Sergueïtch, lui disais-je. À quoi bon? Oubliez le passé, n'y pensez plus, comme s'il n'avait jamais existé, comme si ça n'avait été qu'un rêve. N'écoutez pas, lui dis-je, le démon. Il ne vous mènera à rien de bon. Il vous serrera la corde au cou. C'est de l'argent, lui dis-je, que vous voulez maintenant, et au bout d'un peu de temps, vous voudrez autre chose, et encore, encore autre chose. Si vous voulez votre bonheur, lui dis-je, avant tout ne désirez rien. Oui, quand le sort, lui dis-je, nous a durement éprouvés, il ne faut pas lui demander grâce et le saluer jusqu'à terre. Il faut le mépriser et se moquer de lui. Ou alors, c'est lui qui se moquera de vous. Voilà ce que je lui dis. 2 ans plus tard, je le passe. Il rit et se frotte les mains. Je vais, me dit-il, à Guérino, chercher ma femme. Elle a eu pitié de moi, dit-il, et elle vient. C'est une bonne et brave femme. Il en étouffait même de joie. 2 jours après, il arrive avec sa femme. Une jeune dame, belle, en chapeau, une fillette dans les bras, beaucoup de bagages. Mon Vassili Sergueïtch se démène autour d'elle, ne cesse de la regarder et d'en être fier. Oui, frère Semyon, dit-il, on peut vivre même en Sibérie. C'est bon, pensai-je, tu ne t'en féliciteras pas toujours. Et à partir de ce moment-là, il alla presque chaque semaine à Guérino, s'informer s'il ne lui arrivait pas de l'argent de Russie. Il lui en fallait beaucoup. Elle perd à cause de moi, dit-il, sa jeunesse et sa beauté en Sibérie, et elle partage mon malheureux sort. Et à cause de cela, fait-il, je dois lui procurer tout le plaisir possible. Pour que la dame ait une vie plus gaie, il y a connaissance avec des fonctionnaires et toutes sortes de racailles. Et bien entendu, il faut nourrir et faire boire tous ces gens-là. Il faut qu'il y ait un piano, et sur le canapé, un petit chien ébouriffé. Ah, qu'il crève! En un mot, rien que du luxe et des choses inutiles. La dame ne resta pas longtemps avec lui. Le pouvait-elle? De l'argile, de l'eau, du froid. Pas de légumes, pas de fruits. Alentour, des gens illettrés, ivrognes. Aucune manière. Et c'était une dame gâtée, une dame de la capitale. Elle s'ennuya, c'était prévu. Et le mari, quoi qu'on puisse dire, n'était plus un gentilhomme, mais un relégué. Ce n'était plus le même luisant. Je me rappelle que 3 ans après, la veille de l'Assomption, on me hèle de l'autre rive dans la nuit. J'arrive avec mon bac et je vois la dame avec un jeune fonctionnaire, tout embobeliné. Il y avait une voiture attelée de 3 chevaux. Je les passais ici, ils montèrent en voiture. Et va chercher leur nom. On ne les vit plus. Au matin, Vassili Sergueïtch arriva dans une voiture à 2 chevaux. « Semyon, me demande-t-il, ma femme n'est-elle pas passée ici avec un monsieur à lunettes ?»« Elle est passée, lui dis-je. Va chercher le vent dans les champs. » Il partit et les poursuivit pendant 5 jours. Quand je le repassai ensuite sur l'autre rive, il s'affaissa sur le bac et se mit à se cogner la tête contre les planches et à hurler. « Ah, dis-je, ça y est. » Je me mis à rire et lui rappelai ces mots. On vit même en Sibérie. Lui s'agite encore plus. Il se mit ensuite à vouloir être libéré. Sa femme s'était rendue en Russie, c'est donc là qu'il était attiré pour la voir et la détacher de son amant. Et il commença, l'ami, à se rendre presque chaque jour à la poste ou en ville chez les autorités. Il ne faisait qu'écrire et envoyer des suppliques pour qu'on le gracie et l'envoie chez lui. Et il disait avoir dépensé 200 roubles rien qu'en télégramme. Il vendit sa terre, hypothéqua sa maison à des juifs. Il grisonnait, se voûtait. Sa figure devenait jaune comme celle d'un phthisique. En te parlant, il toussait. Et il en avait les larmes aux yeux. Il s'épuisa comme ça en suppliques une 8aine d'années. Et maintenant, le voilà redevenu gai et vif. Il s'est donné une nouvelle fantaisie. Sa fille, vois-tu, a grandi. Il ne fait que l'admirer et ne respire que pour elle. Pour dire le vrai, elle n'est pas mal de sa personne. Gentille, des sourcils noirs, l'humeur gaie. Chaque dimanche, il vient en voiture à la messe à Guérino. Ils se tiennent à côté l'un de l'autre, dans le bac. Elle rit, et lui ne la quitte pas des yeux. Oui, dit-il, Semyon, on vit même en Sibérie. Même en Sibérie, il y a du bonheur. Vois un peu, me dit-il, quelle fille j'ai. À 1000 versts alentour, on ne trouverait pas la pareille. La fille, lui dis-je, est belle, c'est vrai, c'est réel. Et je pense en moi-même. Attends un peu, c'est une fille jeune, le sang bouillonne, elle voudra vivre, et ici, quelle vie y a-t-il? Et elle commença à s'ennuyer. Elle se mit à languir, dépérit, tomba malade, et maintenant, elle a perdu l'usage de ses jambes. La phtisie, te le voilà le bonheur sibérien, que son âme soit tempestée. Voilà comment on vit en Sibérie. Il se mit à courir les médecins et à les amener chez lui. Dès qu'il entendait dire qu'il y avait à 200 verstes d'ici un médecin ou un guérisseur, il partait le chercher. C'est affreux combien d'argent a filé chez les docteurs, et à mon idée, il aurait mieux valu le boire. Quoi qu'on fasse, elle mourra sans aucune faute, et alors il sera perdu.
Il se pendra de chagrin ou s'enfuira en Russie, chose connue. Il s'enfuira, mais on le rattrapera. Ensuite, le jugement, les travaux forcés. Il goûtera des verges. C'est bon, bon, marmotta le Tartare, se ratatinant de froid. Qu'est-ce qui est bon demanda Tolkovie. Sa femme, sa fille. Qu'importe le bagne, la tristesse. Il a vu sa femme et sa fille. Tu dis, il ne faut rien. Mais rien, c'est mauvais. Sa femme est restée 3 ans avec lui. Dieu lui a offert cela. Rien, c'est mauvais. Mais 3 ans, c'est bon. Comment ne comprends-tu pas ça? Tremblant, rassemblant avec effort les mots russes qu'il savait, bégayant, le Tartare se mit à dire que si Dieu le faisait tomber malade en pays étranger, mourir, y être enterré dans une froide terre rouillée, qu'importait, pourvu que sa femme vînt le voir, même un seul jour, même 1 heure. Il consentirait pour ce bonheur-là à n'importe quelle souffrance et en remercierait Dieu. Mieux vaut 1 jour de bonheur que rien du tout. Il se remit ensuite à raconter quelle belle et intelligente femme il avait laissée chez lui. Puis, se prenant la tête dans les mains, il se mit à pleurer et à assurer Sémione qu'il n'était pas coupable et souffrait d'une fausse accusation. Ses 2 frères et un oncle avaient volé des chevaux à un moudjik et l'avaient laissé à demi-mort. Mais la communauté paysanne n'avait pas jugé honnêtement et avait condamné les 3 frères à aller en Sibérie, tandis que son oncle, homme riche, restait chez lui. « Tu t'habitueras, » dit Sémione. Le Tartare se tut et arrêta sur le feu ses yeux en larmes. Son visage exprimait l'effroi et la perplexité, comme s'il ne comprenait toujours pas pourquoi il était ici, dans le noir et dans l'humidité, auprès de gens inconnus et non pas au gouvernement de Simbirsk. Tolkovie s'étendit près du feu, sourit à quelque chose et se mit à fredonner. « Quelle joie a-t-elle avec son père » reprit-il un moment après. « Il l'aime, la console, c'est juste. Seulement, frère, ne va pas lui fourrer ton doigt dans la bouche. Le vieux est dur, sévère, et ce n'est pas de sévérité dont les jeunes filles ont besoin. Elles ont besoin de caresses, de « ah, hi, oh », de parfum et de crème. Oui, ah, ce qui se passe, dit-il en soupirant et se levant lourdement. Toute la vodka est finie. Il faut donc aller dormir, hein? J'y vais, frère. Resté seul, le Tartare ajouta du bois, s'étendit et se mit en regardant le feu à songer à son village natal et à sa femme. Que sa femme vînt pour 1 mois, 1 jour, et puis, si elle voulait, qu'elle repartît. Mieux vaut 1 mois, mieux vaut 1 jour, que rien du tout. Mais si sa femme tenait sa promesse et arrivait, de quoi la nourrirait-il? Où logerait-elle? Quand il n'y a rien à manger, demanda à haute voix le Tartare, alors de quoi vivre? On ne le payait pour ramener de jour et de nuit que 10 kopecks par jour. Des voyageurs, il est vrai, donnaient des pourboires, mais les camarades se partageaient tout l'argent, sans lui rien donner, et ne faisaient que se moquer de lui. Et dans la misère, on a faim, on a froid, on a peur. Maintenant que tout le corps souffre et tremble, il serait bon d'aller se coucher dans l'isba, mais on n'a rien pour s'y couvrir, et il fait plus froid que sur la berge. Là non plus, on n'a pas de quoi se couvrir, mais du moins on peut allumer un feu. Dans 1 semaine, quand l'eau baissera tout à fait, on installera le bac. Tous les passeurs, sauf Sémione, deviendront inutiles, et le Tartare s'en ira de village en village mendier et demander du travail. Sa femme n'a que 17 ans. Elle est belle, gâtée, timide. Devra-t-elle elle aussi aller mendier de village en village, la figure découverte? Non. Rien que d'y penser, on tremble. Le jour naissait déjà. On distinguait nettement la Gabarre, les bouquets de saules sur l'eau, l'ondulation du courant, et par-delà le ravin argileux, en bas, l'isba couverte de chaume brun, et plus haut, les maisons du village. Au village, les coqs chantaient déjà. Le ravin d'argile rousse, le bateau, la rivière, les gens étrangers, mauvais, la faim, le froid, les maladies, tout cela n'existait peut-être pas en réalité. Cela, pensait le Tartare, n'est probablement qu'un songe. Il sentait qu'il dormait et s'entendait ronfler. Il était évidemment chez lui, dans son gouvernement de Simbirsk, et n'avait qu'à appeler sa femme pour qu'elle répondît. Sa mère était dans la chambre voisine. Quels rêves affreux il y a tout de même! À quoi servent-ils? Le Tartare sourit et ouvrit les yeux. Quelle est cette rivière? La Volga? Il neigeait. Amène le Gabar, criait quelqu'un de l'autre rive. La Gabar! Le Tartare revint soudainement à lui, et alla éveiller ses compagnons pour passer sur l'autre rive. Mettant en marchant leurs pelisses déchirées, jurant d'une voix que le sommeil enrouait, ratatiné de froid, les passeurs parurent sur la rive. Tirés du sommeil, la rivière d'où soufflait un froid pénétrant leur semblait, apparemment, dégoûtante et pénible. Ils sautèrent sans se presser dans le bateau. Le Tartare et les 3 passeurs saisirent les grandes rames, à larges pales, semblables dans l'obscurité à des pattes d'écrevisses.
Sémione pesait de son ventre sur le long gouvernail. Sur l'autre rive, on continuait à appeler en criant, et on tira 2 coups de revolver, pensant sans doute que les passeurs dormaient, ou s'en étaient allés au cabaret du village. « C'est bon, tu y arriveras », dit Tolkovie du ton d'un homme convaincu qu'il n'y a en ce monde aucun besoin de se presser. Quoi qu'on fasse, rien n'a sa raison d'être. La lourde et laide gabarre s'éloigna de la rive, voguant entre les touffes des saules. Et ce ne fut que parce que les saules passaient lentement en arrière que l'on remarquait qu'elles ne restaient pas en place mais avançaient. Les passeurs levaient en cadence et d'un coup les rames. Tolkovie, le ventre au gouvernail, volait d'un bord à l'autre, décrivant un arc dans l'air. Il semblait dans l'obscurité que les gens étaient assis sur un animal antédiluvien, à longues pattes, et naviguaient vers un pays froid et triste, tel qu'on en voit parfois dans le cauchemar. On franchit les touffes de saules, on vogua vers le large. Déjà, sur l'autre rive, on avait entendu la chute et le battement égal des rames, et on criait « Vite, vite !» 10 minutes plus tard, la gabarre heurta lourdement la berge. « Et ça tombe toujours !» marmotta Sémione en essuyant la neige de son visage. « D'où cela vient-il? On ne sait. » Sur la rive attendait un vieillard maigriot, de petite taille, vêtu d'une pelisse de renard, et coiffé d'un bonnet d'astrakan blanc. Il se tenait à quelque distance des chevaux, et ne bougeait pas. Son expression était concentrée, sombre, comme s'il tâchait de se souvenir de quelque chose et s'insurgeait contre sa mémoire indocile. Lorsque Sémione s'approcha de lui et quitta son bonnet en souriant, il dit « Je me rends vite à Anastasievka. Ma fille est au plus mal. On dit qu'il y a là-bas un nouveau médecin. » On hissa la voiture sur le bac et l'on partit vers l'autre rive. L'homme que Sémione appelait Vassili Sergueïtch resta debout, immobile, pendant tout le temps qu'on passait, ses grosses lèvres fortement serrées et les yeux fixés sur un point. Lorsque le cocher lui demanda la permission de fumer, il ne répondit rien, comme s'il n'avait pas entendu. Sémione, le ventre sur le gouvernail, le regardait d'un air narquois et disait « On vit même en Sibérie, on y vit !» Tolkovie avait une expression de triomphe, comme s'il eût fait la démonstration de quelque chose, et se réjouissait que ce fût arrivé juste comme il l'avait annoncé. L'aspect malheureux, déprimé de l'homme à la pelisse de renard lui procurait manifestement un grand plaisir. « La route est sale maintenant, Vassili Sergueïtch, dit-il, pendant qu'on ratelait les chevaux sur l'estacade. Vous feriez mieux d'attendre encore 2 semaines que ce soit plus sec. Ou encore, de n'y pas y aller du tout, s'il y avait le moindre sens à ce voyage. Mais vous savez vous-même que les gens voyagent éternellement, nuit et jour, sans le moindre profit. Je vous assure. » Vassili Sergueïtch lui tendit sans répondre un pourboire, monta dans la voiture et partit. « Le voilà à courir après le docteur, » dit Sémione, frissonnant de froid. « Oui, cherche un vrai docteur. Cours après le vent dans les champs. Attrape le diable par la queue. Empeste ton âme. Drôle de type. Seigneur, pardonne-moi, pécheur que je suis. » Le Tartare s'approcha de Tolkovie, et le regardant avec haine et dégoût, tremblant et mêlant des mots tartares à son charabia, il dit « Il est bon, et toi, mauvais. Toi, mauvais. Le barine, le seigneur, a une bonne âme, très bonne. Et toi, animal féroce, toi mauvais. Le barine est vivant, et toi, crevé. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit vivant, ait du bonheur, du chagrin et du malheur. Et tu veux qu'il n'ait rien. Ça veut dire que tu n'es pas vivant, mais une pierre, de l'argile. La pierre n'a besoin de rien. Toi non plus. Tu es une pierre, et Dieu ne t'aime pas, mais il aime le barine. » Tous se mirent à rire. Le Tartare fit avec une moue de dégoût un geste de répulsion, et se repliant dans ses haillons, s'approcha du brasier. Les passeurs et Sémione retournèrent lentement à l'isba. « Il fait froid, » dit un des passeurs d'une voix rauque, s'allongeant sur la paille qui recouvrait le sol humide, argileux. « Oui, » convint un autre, « il ne fait pas chaud. Vide forçat. » Tous se couchèrent. Le vent ouvrit la porte de la petite isba et de la neige entra. Personne ne voulait se lever pour la refermer, bien qu'ils eussent froid. La paresse les en empêchait. « Et moi, je me sens bien, » dit Sémione en s'endormant. « Que Dieu donne à chacun une vie pareille. Toi, c'est connu, tu es un archi-forçat. Les diables ne veulent même pas de toi. » Du dehors parvinrent des sons pareils au hurlement d'un chien. « Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est le Tartare qui pleure. Vois-moi ça. Drôle de corps. » Il s'y habituera, dit Sémione qui se rendormit aussitôt. Les autres s'endormirent bientôt, et la porte resta ouverte.